Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 30 septembre. Le rugby champagne du 15 de France aujourd'hui face à la Géorgie. Des Bleus qualifiés mais qui ne pourront éviter l'épouvantail All Black dans une semaine à Cardiff. Un match de rêve mais qui arrive un peu tôt dans la compétition. Allez-vous travailler plus et vraiment gagner plus? Dès demain, l'une des mesures phares du président Nicolas Sarkozy entre en vigueur. Reste à savoir si la nouvelle législation sur les heures supplémentaires remplira son objectif. Ils encourent jusqu'à 5 ans de prison, mais c'est un risque qu'ils assument. Héberger des sans-papiers est synonyme d'illégalité. Dans ce journal, vous découvrez un couple qui a décidé d'accueillir chez lui une famille menacée d'expulsion. On croyait le dossier Diana définitivement clos, mais la justice britannique a ses spécificités et Mohamed Al Fayed a su en profiter. Une enquête judiciaire devant la Haute Cour de Londres va à nouveau s'ouvrir cette semaine. 25 jurés populaires ont même déjà été présélectionnés. Nous irons à Londres afin de comprendre ce dernier épisode. Enfin, 20 ans après, 79 000 fans ont fêté le retour de Police sur scène hier soir au Stade de France. Sting et ses comparses ont redonné à toute une génération, le temps d'une soirée, un parfum d'adolescence. Et bien voilà, France, Nouvelle-Zélande, c'est l'affiche de ces quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Rien n'a pu arrêter le 15 de France aujourd'hui sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille face aux Géorgiens. Mais rien n'a pu empêcher les Argentins de s'offrir la première place du groupe, même pas les Irlandais. La finale de rêve des amateurs de rugby se jouera donc un peu plus tôt que prévu. Christophe Duchiron. Il est 16h40 à Marseille et le 15 de France, qui a passé une dérouillée aux Géorgiens, s'est qualifié sans trembler pour les quarts de finale. Une tape amicale dans le dos de l'adversaire, une bise à un copain et les Bleus rentrent au vestiaire regarder à la télé le match qui compte. Il est 17h à Paris, c'est Irlande-Argentine et à l'heure des hymnes, les Argentins pleurent comme des madeleines. Pas grave, c'est l'émotion. Si les Irlandais l'emportent largement en marquant 4 essais, alors les Français éviteront les grands méchants blacks en quart de finale. Bref, voici une version rugby du malheur des uns et du bonheur des autres. 15e minute, l'Argentin Lucas Borges a marqué le premier essai du match, 5-0. Réaction irlandaise et très bel essai du 3/4 centre Driscoll. Les Verts mènent 11-10. Mais ça ne va pas durer, car les patrons du terrain sont les Argentins, maîtres tacticiens, magnifiques de cohésion, d'organisation et d'efficacité. Juste avant le repos, ils inscrivent un deuxième essai et mènent 18-10. Grâce au drop du phénoménal Hernandez et aux pénalités de Contepomi, grâce à leur science du jeu, les Argentins vont maintenir les Irlandais à distance et l'emporter 30-15. Voilà donc les Français deuxièmes de leur poule et samedi prochain, ils verront se dresser une noire muraille sur leur chemin. Il va sans dire que les All Blacks sont d'un autre calibre que la Géorgie, qui a encaissé 9 essais et une défaite 64-7. On peut y arriver, mais il va falloir se concentrer sur nous-mêmes et surtout pas regarder les All Blacks, parce que si on les regarde, on ne gagnera pas ce match. France-Nouvelle-Zélande en finale, c'était une affiche de rêve. France-Nouvelle-Zélande en quart de finale à Cardiff, et voilà les Bleus condamnés à l'exil, condamnés à l'exploit. Et il y avait aujourd'hui du soleil au-dessus du stade Vélodrome, du soleil dans le jeu des Français. Bref, un après-midi de fête que vous racontent Julien Benedetto et Jean-Yves Blanc. Surtout ne pas bouder son plaisir, même si la victoire des Bleus était annoncée. 64-7, la France a joué sans fausse note. La voilà en quart de finale. Toute une ville de football a vibré pour le ballon ovale. C'est la première fois que je joue un match de rugby, je me suis éclaté, je me suis régalé. C'est parfait. 2 heures plus tôt, un écran géant offre le festin bleu aux fans sans billets. Les Bleus doivent marquer 4 essais pour obtenir le point de bonus. Voici le 3e, juste avant la mi-temps. Dans l'euphorie, des vagues bleues quittent rapidement le stade Vélodrome. Il y a Irlande-Argentine à la télé. Une large victoire de l'Irlande éviterait aux Bleus un terrible quart de finale contre les All Blacks. Vert irlandais et Bleu de France, cœur à cœur, contre un ennemi commun, l'Argentine. Mais les Pumas sont plus forts. L'Argentine bat l'Irlande, la France affrontera les All Blacks et déjà, certains supporters craignent. Une grosse branlée, ouais. Une grosse branlée. Mais on ne sait jamais. Samedi à Cardiff, les Bleus seront condamnés à l'exploit. Mais à Marseille, on est prêt à relever l'un des plus beaux défis de l'histoire du rugby français.
Faisons donc maintenant un point sur ces 4 affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde. Samedi, l'Australie rencontrera l'Angleterre, la France, la Nouvelle-Zélande donc à Cardiff, et puis dimanche prochain, l'Afrique du Sud face aux Fidji et l'Argentine face à l'Écosse. Voilà pour la page rugby de ce journal. Dans le reste de l'actualité, je vous parlais hier de ces enfants en Saône-et-Loire, un temps privé de cantine car menacés d'expulsion. Autre lieu, autre situation, celle de cette famille kazakh dans la région d'Angers. Un couple et 2 enfants qui vivent sans papier sur le territoire français et qui réclament le statut de réfugiés politiques. Sous la menace d'un retour forcé chez eux, ils se cachent. Et malgré les sanctions encourues, certains prennent le risque de les accueillir. Témoignage recueilli par Pauline Dordilly et Sylvain Gauthier. Ce lieu est tenu secret. Dans cette maison isolée se cachent des clandestins, vous ne verrez pas leur visage. Si la police les trouve, ils seront expulsés au Kazakhstan, leur pays d'origine. Alors, ils vivent en cavale, de planque en planque, cachés par des familles de la région. J'ai entendu le bébé pleurer un peu cette nuit. Oh oui, il est mal aux dents. Il a mal aux dents, oui. Pour Yakaterina Popov, pas question de retourner dans son pays. Retourner au Kazakhstan, c'est pire que ça. Un retour dans ce pays, c'est menace de mort pour toute famille. Les Popov appartiennent à la minorité russe du Kazakhstan. Ils feraient l'objet de menaces incessantes. Leur histoire est invérifiable, mais elle a attendri cette famille. Depuis quelques jours, ils cachent Yekaterina Popov et son fils. Ils encourent 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. Je ne me suis pas trop posé la question de savoir quel risque réel je prenais. Ça, c'est peut-être un côté inconscient. 5 ans de prison, c'est énorme. Ça peut mettre en l'air notre propre famille. C'est un peu risqué, mais c'est une forme de résistance. Vous ne pensez pas que c'est quand même à l'État et à la justice de décider qui doit rester en France ou qui ne doit pas rester? Mais il faut que les citoyens qui ont l'impression que parfois ce qu'on appelle justice semble être une injustice, osent le dire. Pour plus de sécurité, la famille Popov a été coupée en 2. La mère ne sait pas où sont cachés son mari et sa fille. RESF, le réseau qui coordonne l'opération, dit compter sur une dizaine d'adresses pour abriter la famille. On fait appel à quelqu'un qui lui-même fait appel à quelqu'un qui va trouver quelqu'un de sûr. Donc ça veut dire que nous, par exemple, on ne sait pas où ils sont. Et puis après, on prend les précautions les plus élémentaires dans le sens où on limite les visites, on limite les contacts, etc. Combien de temps les Popov vont-ils rester dans la clandestinité? Ils ont apparemment épuisé toutes les voies de recours. Ils sont pour l'instant dans l'impasse. On ignore encore les raisons de l'incendie qui a touché la nuit dernière à Paris un immeuble situé sur l'île de la Cité, près de Notre-Dame. Une jeune femme de 20 ans qui vivait au dernier étage a trouvé la mort. 13 personnes ont été intoxiquées. Plusieurs appartements de l'immeuble ont été entièrement détruits par les flammes. De la pluie, beaucoup de pluie la nuit dernière dans le Gard et dans l'est de l'Hérault. De violents orages se sont abattus dans les alentours de Sommières. On a relevé de 80 à 160 mm d'eau dans certains secteurs du département. Plusieurs maisons ont été inondées et une dizaine de routes départementales coupées. Parlons de ce texte du ministère de l'Intérieur contre les chiens dangereux. Il est prêt, un texte qui comprend 11 articles et qui vient répondre, vous le savez, à une actualité riche en accidents, parfois dramatiques. Hier, dans la Marne, une adolescente de 14 ans a de nouveau été attaquée et violemment mordue. Les explications, Frédéric Crotat. La propriétaire de cette maison de Dormans près d'Épernay ne s'explique toujours pas comment un dog argentin comme celui-ci et un American Staffordshire comme celui-là ont pu s'échapper. Et là, c'est pas possible pour... Comment il a pu sauter, parce que c'est impossible. Et comment il a pu ouvrir, c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, l'adolescente de 14 ans qui se promenait à bicyclette a été agressée par les 2 animaux et transportée à l'hôpital pour des blessures au bras et à la main. Le chien, il se lance à la grille, il a sauté par-dessus la grille, et comme il a sauté par-dessus la grille, ça a ouvert le verrou, et donc les 2 chiens, ils ont sauté dessus, quoi. Placés dans un chenil, les 2 chiens pourraient bien être euthanasiés. Hier, justement, une cinquantaine de propriétaires d'animaux a défilé dans les rues d'Épernay pour protester contre le recours de plus en plus fréquent à l'euthanasie. Le maire de la ville a pris un arrêté préconisant la mort de chiens dangereux sans muselière et non déclarés. Dépôt de gerbes au monument aux morts avec photo de 2 chiens touchés par la mesure. Le mois dernier, dans cette même ville d'Épernay, une fillette avait été agressée par un American Staffordshire, lequel n'a toujours pas été euthanasié. Le journal Le Parisien révèle aujourd'hui les grands axes du projet de loi gouvernemental qui pourrait être adopté prochainement. Un projet qui prévoit l'instauration d'un permis pour chiens dangereux, c'est-à-dire de première et seconde catégorie. L'interdiction des chiens d'attaque, sauf pour ceux qui sont nés avant 1999. Enfin, tolérance zéro pour les chiens qui mordent, quelle que soit leur race.
La moindre morsure devra être signalée à la mairie. Un dispositif répressif qui pourrait accélérer un phénomène de plus en plus fréquent, l'abandon par les propriétaires de ces chiens dangereux, à l'origine en France d'une réelle psychose. En bref, je vous en parlais vendredi, un adolescent de 15 ans avait été blessé d'un coup de couteau au sein de son lycée à Orléans par l'un de ses camarades de classe. Eh bien, l'agresseur présumé a été mis en examen puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il ne pourra cependant ni se rendre à son lycée ni entrer en contact avec la victime dont l'état n'inspire plus d'inquiétude. Justice toujours avec ce procès qui va s'ouvrir demain et qui va durer un mois. Rachid Ramda va comparaître devant la cour d'assises de Paris. Enfin, diront les victimes, cet homme soupçonné d'avoir organisé le financement des attentats de 1995 en France avait longtemps échappé à la justice française. Les attentats de 1995, ce sont des bombes au cœur de Paris, à la station Saint-Michel ou encore au musée d'Orsay. 200 victimes sont parties civiles. Dominique Verdaillan, Mathieu Drejoux. Des images que l'on pensait appartenir au passé. 10 ans après l'attentat de la rue de Rennes, le terrorisme frappe à nouveau en plein Paris, dans les sous-sols de son métro. Le 25 juillet 1995 d'abord, une bouteille de gaz bourrée d'écrous à la station Saint-Michel, 8 morts, 119 blessés. Le 17 octobre, ligne C du RER, musée d'Orsay, même scénario, une bombe dans une rame, 30 blessés. Attentat non revendiqué. 15 jours plus tard, les 2 poseurs de bombes, dont Boualem Ben Saïd, sont arrêtés. Ils sont issus de la mouvance algérienne du GIA, le groupe islamique armé. Au même moment est arrêté à Londres Rachid Ramda, un réfugié. Officiellement, l'homme travaille dans une pizzeria, mais l'Algérie l'a condamné à mort par contumace pour un attentat commis contre l'aéroport d'Alger. Londres le suspecte d'être le rédacteur d'Al-Ansar, le bulletin clandestin du GIA. Paris voit en lui le financier des attentats. Pendant 10 ans, Londres, aidé de l'avocat de Ramda, fera la sourde oreille aux demandes d'extradition de Paris. Même le ministre français chargé de son cas dit « cet homme est coupable ». C'est une violation totale des droits fondamentaux. Le 2 décembre 2005, Rachid Ramda est enfin sur le sol français. Depuis, il nie toute implication dans les attentats, toute appartenance au GIA. Pour son avocat, les coupables sont ailleurs. Si on veut faire la vérité sur les complicités, sur les donneurs d'ordre, sur l'organisation des attentats en 1995, nous avons à regarder d'une manière attentive de l'autre côté de la Méditerranée. Intellectuel ou financier du groupe, quel est le rôle exact de Rachid Ramda? Les victimes attendent du procès une réponse. Est-ce qu'il a été également le cerveau? J'en suis pas sûre. Je pense qu'il y avait des ficelles qui étaient tirées à partir de l'Algérie. Mais à mon avis, il est un maillon important, mais il n'était pas le décideur. Entre le lieu du premier attentat et le palais de justice où se déroulera le procès, un pont. Le dossier Ramda aura mis 12 ans pour le franchir. À l'étranger, qui de Viktor Yushchenko ou de Viktor Yanukovych va remporter les élections législatives en Ukraine? Dit comme cela peut vous paraître lointain. Mais la crise politique dans cette ex-république soviétique est l'objet d'enjeux multiples pour ce pays, tout d'abord bien sûr, mais également pour l'Europe et la stabilité dans cette région. Samassoula. 3 ans après les espoirs nés de la révolution orange, les Ukrainiens doivent à nouveau choisir entre 2 camps, pro-occidental ou pro-russe. Et les acteurs politiques qui s'affrontent sont les mêmes qu'en 2004. À commencer par Viktor Yushchenko, le héros empoisonné de la révolution, devenu président. C'est lui qui a provoqué ces législatives anticipées pour mettre fin à la cohabitation avec son premier ministre et adversaire, Viktor Yanukovych, proche de Moscou. Soutenu par le milieu des affaires, Viktor Yanukovych est opposé à l'adhésion à l'OTAN. Son parti est donné favori. Entre ces 2 hommes, il y a une femme, la belle égérie de la révolution, Yulia Tymoshenko. Alliée puis brouillée avec le président Yushchenko, elle pourrait jouer le rôle d'arbitre. Nommée Premier ministre puis limogée en 2005 par le président, elle a accepté d'oublier le passé pour former une coalition avec lui. Son parti, dont le symbole est un cœur rouge, est devenu plus populaire que le parti présidentiel. À eux deux, ils espèrent faire barrage aux partisans du Kremlin. Les Ukrainiens, eux, déçus par l'après-révolution, aspirent enfin à la stabilité après 3 années de crise politique sans répit. Réprimé, quasiment réduit au silence, le pouvoir militaire birman a semble-t-il réussi pour le moment à faire taire l'opposition démocratique en Birmanie. Les principales zones d'affrontement sont quadrillées par les forces de l'ordre et la population se fait rare dans les rues de Rangoon.
À l'origine de ce mouvement en Birmanie, vous le savez maintenant, les moines bouddhistes, eh bien, certains avaient déjà fait le choix de quitter leur pays lors des précédentes révoltes démocratiques. Des moines qui vivent de l'autre côté de la frontière, en Thaïlande, à Mae Sot. C'est là-bas que notre équipe a également rencontré des Birmans exilés qui expriment leur opposition à la junte militaire. Reportage Christian Autin et Jacques Dubose. Arrêtez de tuer les gens. Nous voulons vivre dans un monde en paix. Cet après-midi, ces manifestants font une prière pour leurs compatriotes. Ils réclament leur libération et celle du prix Nobel Aung San Suu Kyi. Mais en Thaïlande aussi, il faut parfois braver la police pour manifester. Ce jeune homme sera vite relâché grâce à la présence des caméras. Nous sommes dans la ville de Mae Sot. Ici, les 3/4 des habitants sont des Birmans, réfugiés politiques ou migrants économiques. Il y a aussi près de 500 bonzes birmans. Comme le veut l'usage, ils vivent des offrandes de la population. Ainsi, cette nourriture leur a été donnée par des fidèles. Alors quand le peuple souffre, comme en ce moment en Birmanie, ces bonzes se sentent solidaires. Selon le bouddhisme, les moines ont le droit et le devoir de manifester si notre religion est insultée. Et c'est le cas en ce moment quand la population qui nous fait des offrandes doit subir la misère ou si les autorités commettent des erreurs. Et ce bonze sait de quoi il parle. Arrêté lors de la précédente vague de répression en 1988, il a passé 8 ans en prison. Tous ici soutiennent les manifestants, même si beaucoup n'osent pas le dire ouvertement, par peur des représailles sans doute, s'ils rentrent en Birmanie. Un moine nous entraîne à l'écart pour lancer cet appel. Nous demandons aux puissances occidentales de nous aider à instaurer rapidement la démocratie en Birmanie. Les Birmans ont soif de démocratie. Cela fait trop longtemps, 30 ou 40 ans qu'ils vivent enfermés dans le carcan de la peur et de l'oppression. Ici, la communauté bouddhiste se veut optimiste. À force de volonté, le peuple birman aura raison de la junte militaire. La ville de Mae Sot vit au rythme des manifestations quotidiennes de Rangoon. Ici, il existe pas moins de 30 associations qui luttent pour l'instauration de la démocratie en Birmanie. Voilà maintenant un feuilleton judiciaire que l'on croyait terminé. La police britannique a rendu ses conclusions, les mêmes que celles de l'enquête de la brigade criminelle en France. La princesse Diana est décédée dans un tragique accident de voiture. Alors pourquoi la justice britannique est-elle en train de mettre en place un jury populaire? Des audiences publiques auront même lieu cette semaine. À Londres, les explications de Maryse Burgot et Dominique Marotel. 10 ans de spéculation, 2 enquêtes policières françaises et britanniques et enfin cette semaine, le dernier acte de cette longue quête pour la vérité. Devant cette haute cour de justice de Londres, 11 jurés vont siéger pendant 4 à 6 mois. 11 citoyens ordinaires escortés chaque jour par la police et tenus à l'écart de la presse. Avant d'être sélectionnés, un questionnaire a permis de tester leur neutralité. Avez-vous des liens avec la famille royale ou avec la famille Al-Fayed? Avez-vous eu précédemment un rapport avec l'enquête? Il fallait que les jurés appréhendent cette affaire avec le moins d'idées préconçues possible et avec un esprit clair. Les jurés vont devoir répondre à cette question. La mort de Diana fut-elle accidentelle? Les audiences seront publiques. Une immense tente a d'ailleurs été installée dans l'enceinte du palais. Bien sûr, les jurés auront en tête les conclusions de ce grand patron de Scotland Yard. Dans ce rapport, il concluait à un tragique accident. Mais le père de Dodi Al-Fayed a toujours soutenu la thèse du complot. Sans son acharnement, ce jury populaire n'aurait jamais été convoqué. Tout sera donc mis en place pour préserver l'identité des jurés. Les 8 et 9 octobre prochains, ils quitteront momentanément cette haute cour pour aller en France sur les lieux du drame. Une visite du pont de l'Alma sous très haute protection policière. Retour en France, demain nous sommes le 1er octobre et c'est le jour de l'entrée en vigueur d'une mesure longtemps commentée et la voici appliquée dans les faits. Les heures supplémentaires et son adage désormais connu, travailler plus pour gagner plus, se mettent en place. Reportage et explications Yves Ginca et Abdel Zouesh. Nicolas Bouéglin est coursier à Paris. Il fait en moyenne 4 heures supplémentaires par semaine. Payé 25% de plus que les heures normales, ces heures seront demain détaxées. Avec moins de cotisations sociales, il devrait gagner 480 € supplémentaires chaque année, une somme non imposable.
Content de gagner 480 € en plus sans être pénalisé derrière. Ouais, c'est vrai que ça va nous permettre, la petite famille, de faire quelques petits extras. Qui est concerné par cette mesure? A priori, tous les salariés, qu'ils soient du secteur privé comme du secteur public, à temps complet ou à temps partiel, et même les cadres s'ils travaillent plus de 218 jours dans l'année. Les entreprises vont-elles y gagner? Pour le patron de cette société de course, la mesure est intéressante, mais pas forcément d'un point de vue financier. Dans notre comptabilité, ça ne changera rien, mais c'est vrai qu'on va connaître une meilleure motivation au niveau de notre personnel, et ça c'est important. Car la réduction des charges patronales pour une heure supplémentaire sera modeste, entre 50 centimes et 1,50 € selon la taille de l'entreprise. Les salariés pourront-ils travailler plus? Oui, à partir du moment où le marché nous le permet. Hein. En fait, tout dépendra des carnets de commandes, s'ils sont pleins ou non. Dans tous les cas, c'est l'employeur qui décide d'attribuer des heures supplémentaires et attention, certains contrats de travail peuvent les interdire. Au final, la mesure devrait représenter un manque à gagner pour l'État de 5,5 milliards d'euros. La première année à l'université est souvent celle de tous les risques pour une majorité d'étudiants. Elle est synonyme d'échec. Pour pallier à cela, l'université de Bretagne Sud a mis en place un dispositif de tutorat, des professeurs qui soutiennent au quotidien un groupe d'étudiants. Et ça marche, les taux de réussite sont en hausse. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Depuis quelques années, sur le campus de Lorient, la rentrée universitaire n'a rien de classique. Car pour chaque étudiant de première année, le premier jour commence forcément par une rencontre inédite, un face-à-face avec une équipe de tuteurs. Ça va nous permettre de rencontrer toutes les premières années de l'université et de vérifier si leur choix de s'inscrire est cohérent avec leur poursuite d'études envisagée. On va commencer par Monsieur Bruch. Pour ces tuteurs, ils sont 150, tous professeurs volontaires. C'est le début d'un suivi personnalisé, le guichet réussite. Le but, connaître en détail le parcours de l'étudiant, son projet professionnel, mais aussi savoir s'il doit travailler pour subvenir à ses besoins ou s'il a des problèmes de santé. Il y a un suivi. S'il n'y a pas de suivi, après, l'étudiant peut se laisser aller et finit par être dégoûté. Un tutorat pour lutter contre un fléau, l'échec dès la première année d'université. On va essayer sur la première année et sur la deuxième année de l'accompagner et puis de faire évoluer son choix ou de le conforter selon les cas. Donc c'est un dialogue. Un dialogue et aussi un suivi très serré avec pointage des absences. En cas de décrochage pendant l'année, un programme renforcé de 8 à 10 semaines est proposé avec cours de remise à niveau et enseignement adapté. On assume le choix de l'aide individuelle pour nos jeunes. Ça a un coût comme toute opération, mais le coût est minime au regard de la réussite des jeunes en un temps limité, finalement. 350 000 € par an investis. Le prix à payer pour que 78% de ces étudiants valident leur première année, 15 points de plus qu'au niveau national. Les images maintenant de la mobilisation contre la mucoviscidose. C'était aujourd'hui la journée nationale de soutien pour faire avancer la recherche. Elle était organisée dans toute la France, comme ici à Paris. Beaucoup d'enfants touchés par la mort de Grégory Le Marchal ont tenu à participer à cette journée d'action et de récolte de dons baptisée les Virades de l'Espoir. La mucoviscidose qui touche également les adultes, des malades dont on parle moins et pourtant eux aussi doivent au quotidien lutter contre cette maladie génétique toujours incurable. Exemple dans le centre de Roscoff, Jacques Deveau et Gabriel Camilla. 4 fois par jour, Séverine se plie au même traitement. Il s'agit de nettoyer ses poumons des sécrétions qui l'étouffent. Sans cet exercice, elle pourrait mourir. Faire régulièrement dans la journée, ça permet d'augmenter la saturation de la personne, c'est-à-dire sa capacité à oxygéner ses cellules sanguines. Et c'est ce dont les patients mucoviscidoses vont avoir besoin pour faire face à leurs activités de la vie de tous les jours. Tous les 2 à 4 mois, Séverine vient à Roscoff suivre une cure de 15 jours. Kiné, sport, antibiotiques, juste de quoi soulager. La première semaine, on est au niveau de se repose. Et au niveau de la deuxième semaine, on commence à faire des activités. Donc la marche, vélo, gym. Et c'est vrai que bon, après, on se sent un peu moins fatigué quand même. Mais bon, c'est quand même ça, toujours sur le plan respiratoire, ça tire quand même un peu. La mucoviscidose est une maladie rare, un cas pour 4400 naissances en France. Mais c'est une maladie incurable. La maladie est mieux prise en charge et même si on ne sait pas, on ne connaît pas de traitement qui la guérisse encore à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'espoir pour ça, mais en tout cas ce n'est pas actuel, les traitements des symptômes, des complications se sont nettement améliorés et la durée de vie a beaucoup augmenté. Certes, on vit plus vieux, 39 ans aujourd'hui,
Mais désormais, c'est une autre problématique qui apparaît. Aider les malades dans leur vie quotidienne. Au niveau de la vie de tous les jours à la maison, au niveau du ménage, je peux pas quoi. Logiquement, si je fais une journée de ménage, je vais faire comment, je serai fatiguée. Passer l'aspirateur, déjà j'ai du mal. Trouver des fonds pour financer la recherche, mais aussi aider les malades à vivre leur quotidien. Tels sont les objectifs des Virades. Un saut pas comme les autres, maintenant un saut en parachute effectué hier par une femme de 95 ans. Blanche Olive en rêvait depuis ses 17 ans. Il s'est déroulé au-dessus du Mont Saint-Michel, un rêve qui en plus était lié à une bonne cause. Romuald Bonan, Michel Hiver. Bon pied, bon oeil. À 95 ans, Blanche Olive réalise enfin son rêve de jeune fille. Un saut en parachute à 4000 mètres d'altitude, en tandem avec le spécialiste français Mario Gervasi. Quelle chance vous avez, Blanche. Et je vais m'envoyer à l'air là-haut. Depuis l'âge de 17 ans, je rêvais ça. Et c'est pour une action humanitaire aussi que je le fais. Car si Blanche est venue de Béziers pour se jeter dans le vide, au-dessus de la baie du Mont-Saint-Michel et à 200 km/h, c'est aussi pour une bonne cause. Pour soutenir son instructeur parachutiste, lui qui se bat pour récolter des fonds et reconstruire au Cachemire pakistanais des écoles de jeunes filles détruites par le séisme de 95. Un record du monde de la parachutiste la plus âgée, pour Blanche, de quoi lier l'utile à l'agréable. Écoutez, formidable. J'ai pas eu peur, rien. Oh, c'est bien, c'est merveilleux. Je suis prête à recommencer si vous voulez. Je remonte. Le soutien de Blanche à Mario plus que symbolique, car il y a 6 mois au Havre, en réalisant un même saut à des fins humanitaires, cette fois avec Niloufar Bakhtiar, ministre du tourisme pakistanais, le Français n'imaginait pas que tous les deux seraient en danger de mort. Sous le coup d'une fatwa, un décret d'extrémistes religieux, pour un corps à corps et une accolade insupportable à leurs yeux. Les religieux n'ont pas apprécié cette accolade et nous ont condamnés à mort. Et ça ne nous a pas empêché avec Jérémy Malvi d'y retourner, de continuer notre projet, de ne pas abandonner. Un combat en faveur de l'éducation et du droit des femmes qui ne laisse pas Blanche insensible. Le mois prochain, du haut de son 1,50 m, elle sautera à nouveau avec Mario, cette fois au-dessus du Pakistan. La suite des sports de ce dimanche avec un mot des championnats du monde de cyclisme sur route. Tout d'abord à Stuttgart en Allemagne, c'est l'Italien Paolo Bettini qui conserve son titre. Victoire au sprint, sachez que l'UCI, l'Union cycliste internationale, avait reproché à Bettini de ne pas avoir signé un engagement éthique concernant le dopage. Voici maintenant l'histoire d'un homme qui est un mythe vivant de l'athlétisme. Il est éthiopien et il s'appelle Haile Gebrselassie. Après avoir remporté plusieurs titres olympiques et mondiaux de course de fond, ce petit homme d'1,64 m qui a longtemps couru à pieds nus n'en avait pas fini avec l'histoire du sport. À 34 ans, il avait choisi de se donner un nouveau défi, battre le record du monde du marathon. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Yacine Benjanet. Le petit homme est aujourd'hui le plus rapide des coureurs de marathon. Haile Gebrselassie a couru les 42 km 195 en 2 h 4 minutes et 26 secondes. Il pulvérise le record de son ami Paul Tergat. Il m'a appelé et je lui ai dit « Désolé Paul, essaye l'année prochaine ». Entre les deux hommes, la rivalité a commencé dans les stades, sur le 10 000 mètres. Jeux Olympiques de Sydney. Dans le dernier virage, Paul Tergat est en tête, mais le roi refuse d'abdiquer. Paul Tergat va faire tomber un monument. Paul Tergat toujours. Paul Tergat, quelle bataille. Incroyable Gebré. Oh là 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 là. La légende Gebrselassie est née sur les hauts plateaux d'Éthiopie. Pas de route, pas de moyens de transport. Courir, c'est l'histoire de sa vie. Moi, je devais faire 10 km pour aller à l'école et 10 pour revenir, mais je n'y pensais pas. Je voulais tellement y aller que j'oubliais la distance. 10 km, c'est sur cette distance qu'il sera sans rival. 2 fois champion olympique et 5 fois champion du monde. Après des blessures à répétition, il se reconvertit dans le marathon. Il en est maintenant le maître. À 34 ans, son regard se tourne vers les Jeux olympiques de Pékin. Un vrai mythe. Du sport encore avec le championnat du monde de surf. La manche française s'est déroulée dans les Landes où les meilleurs surfeurs du monde se sont donné rendez-vous. Julien Passette. Elles n'ont Dieu que pour eux. Les surfeurs sont en démonstration sur les vagues d'Osgore. De quoi faire chavirer la foule sur la plage et faire tourner les têtes à coups de manœuvres dignes des meilleurs acrobates. Ces équilibristes sur le fil de l'eau sont les meilleurs spécialistes au monde.
Même si ce n'est pas la houle des grands jours, ils ont bien planché leur figure pour cette étape française du championnat du monde. Mick Fanning, ici à la manœuvre, s'est montré le plus habile. Les juges ont apprécié son surf léché et sa maîtrise. Le Sud-Africain Greg Hemsley, l'Icra rouge, n'a rien pu faire face au numéro 1 mondial qui remporte l'étape. Le public attendait beaucoup de Jérémy Flores, mais le grand espoir français s'est fait éliminer dès les 16e de finale. Ce n'a pas échaudé les fans de surf qui, décidément, ne craignent pas l'eau froide. Dernier film de Claude Miller, Un secret, un film adapté du roman à succès sur l'histoire d'un lourd secret de famille et d'une passion. Patrick Bruel, Cécile de France et Ludivine Sagné lui donnent corps aujourd'hui sur grand écran. Pascal Deschamps et Annie Triboire. Étrangement, mes parents ne m'ont jamais parlé des années d'occupation. Si toutes les familles ont leur secret, celui que l'on a caché à François est particulièrement lourd. Lui qui imaginait entre ses parents une histoire d'amour idéal, découvre le jour de ses 15 ans une réalité plus tragique. Des morts surgissaient, dont j'entendais les noms pour la première fois. Anna, Simon. Et ils sont où maintenant, Anna et Simon? Je ne vous en dirai pas plus, je ne peux pas. Sachez simplement qu'il est question d'amour, d'adultère, de mensonges dans une famille juive sur fond d'occupation. Un homme qui tombe amoureux d'une autre femme le jour de son mariage, qui va vivre une passion ou ne pas la vivre, que ça puisse provoquer un désarroi ou un drame, oui. Ça peut être banal, ça peut arriver tous les jours. Le contexte historique dans lequel ça se situe et la violence de ce qui va se passer, la violence de ce drame, la violence de ce secret, fait que cette histoire n'est en aucun cas banale. On est fiers de la porter, cette étoile, nous. Eh ben, tant mieux pour vous. Bon, toi, tu dis rien. Si, mais t'as pas entendu. Non, pas ceux-là, les beaux en cristal. Maxime, ils sont où, les verres en cristal? La loi, c'est la loi, Maxime. Si on respecte pas la loi, c'est dangereux. Pour ta femme, pour ton fils. Mais je m'en fous de cette loi. C'est une loi pour les faibles. J'ai toujours revendiqué haut et fort ma judaïté, mes opinions. Mais d'un autre côté, je n'ai jamais eu à la cacher. Je n'ai jamais été obligé de la cacher. Si on m'avait dit un jour, ou si on me disait un jour, tes enfants sont en danger, donc il vaudrait mieux cacher ta judaïté, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? À l'origine du film, il y avait un best-seller signé Philippe Grimbert, aujourd'hui psychanalyste. Tiens. Il racontait une histoire vraie, la sienne, celle d'un adolescent en quête de vérité et d'identité, un thème qui a touché Claude Miller. J'éprouve beaucoup d'empathie pour cette personnalité qui s'est construite. Ce qui m'est proche, c'est qu'on fasse de ce qui vous rend malheureux, qu'on en fasse un matériau pour aller mieux. C'est tout l'enjeu de ce film remarquable. Quel que soit le poids de son passé, n'est-il pas indispensable de le connaître pour parvenir à être heureux? Elle était sûrement la secrétaire la plus connue au monde. Miss Moneypenny, alias Lois Maxwell, est décédée à l'âge de 80 ans. Héroïne récurrente de la série des James Bond, c'est elle qui incarna le plus longtemps cette jeune femme éperdument amoureuse de l'agent 007. 007 est là, monsieur. Il va vous recevoir dans une minute. Moneypenny, vous n'êtes pas fâché? Moi? Mais pourquoi le serais-je, James? Vous ne m'avez jamais invité à dîner, j'attends toujours votre invitation. Je ne suis qu'une pauvre femme délaissée. De la musique maintenant, ou quand les groupes de légende se reforment. 23 ans qu'on ne les avait pas vus sur scène. Après les Who ou Genesis, c'est au tour de Police de se réunir pour un tour de chant mondial. Le chanteur Sting et ses acolytes étaient hier au Stade de France devant près de 80 000 personnes. Yann Jiquel, Vincent Kellner. Vous avez demandé Police, ne quittez pas. Malgré leurs 23 ans d'absence, les fans ne les ont pas quittés. À tel point que les 80 000 places du Stade de France se sont arrachées en moins de 2 heures. Quoi? Vous ne connaissez pas The Police? Allez, un petit effort. I hope that someone gets my message in a bottle. Ça va être le top, on va s'éclater, ça va déchirer. On va avoir l'impression d'avoir encore 16 ans. Et c'est énorme, 3 papis qui font exploser les résistances. C'était énorme, c'était génial et merci
Police. Vous trouvez pas que c'est une musique un peu dépassée? Jamais. Mais Police dépassée. Mais pas du tout, mais c'était génial. Police, c'était... Non, mais c'était un concert... On a peu de voix, c'était génial. Ah, c'était génial. Vous voyez, c'était génial. Police dépassée, c'est pas possible. Et vous les gendarmes, qu'est-ce que vous avez pensé de Police? Ça nous ramène quelques années en arrière. Allez, monsieur Sting, vous nous en redonnez encore pour 20 ans? Si votre guitare tient le coup. Avant de terminer ce journal, l'image du jour, c'est celle de la joie du public français après la victoire du 15 de France aujourd'hui face à la Géorgie. Mais c'est aussi le stress d'affronter dans une semaine la meilleure équipe du monde, les All Blacks, en quart de finale à Cardiff, au Pays de Galles. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Soirée cinéma à 20h50, Dommage collatéral avec Arnold Schwarzenegger. Puis à 23h05, Catwoman avec Alberi. Avant cela, la météo, Nathalie Riouet. Passez une belle semaine avec Élise Lucet à 13h et David Pujadas à 20h. Belle semaine à vous.